Alors, sur la société générale, je dirais que l'impact de la politique de confinement et la gestion de la question sanitaire, elle, en tant que sociologue, me donne le sentiment que il y a une sorte de parallèle à faire justement entre le monde citoyen et le monde du travail. On se rend compte que dans le monde citoyen, nous sommes à peu près traités de la même manière que nous le sommes dans le cadre du salariat, c'est-à-dire un peu comme des masses que l'on manœuvre, que l'on déplace, que l'on soumet à des exigences, que l'on cherche à culpabiliser. Enfin, voilà, vous devez vous confiner de tel jour à tel jour, vous devez avoir les attestations, vous devez sortir tel jour, vous déconfiner pour aller travailler, etc. Donc, il y a une sorte de… Enfin, moi, je le ressens en tant que sociologue et en tant que citoyenne, une sorte d'autoritarisme, de dire nous savons, malgré le fait que nous disons que nous ne comprenons rien à ce qui se passe, comment il faut vous traiter, comment il faut vous gérer. C'est-à-dire qu'on est véritablement comme dans une gestion. On a un problème, c'est le coronavirus, une épidémie. Que faisons-nous de ces masses de personnes qui nous sont en réalité subordonnées? Et nous allons donc décider qu'il faut les traiter de telle et telle manière, c'est-à-dire premièrement leur faire très peur, développer un climat extrêmement anxiogène pour qu'ensuite ils soient le petit doigt sur le pantalon. Et ça me rappelle beaucoup ce qui est au cœur du monde du travail, à savoir le lien de subordination qui est inscrit dans le salariat et qui fait que le salarié ressent que face à sa hiérarchie, il est dans une relation de subordination, qu'il doit donc obéir, et il doit se conformer, il doit se soumettre parce que c'est la direction qui détient les savoirs, les connaissances, non seulement le pouvoir, mais les savoirs, les connaissances, et qui peut bénéficier du conseil de cabinets de gestion internationaux, d'experts internationaux, de la même manière, si vous voulez, que le gouvernement bénéficie des experts médicaux, des cabinets, pas des cabinets, mais des conseils scientifiques médicaux, etc. Mais il y a véritablement une modalité de gestion qui est assez similaire, c'est-à-dire mettre en état de précarité subjective. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Les citoyens, en leur disant « c'est très grave ce qui se passe », on ne maîtrise pas les choses, la seule chose qu'on maîtrise, c'est vous. Donc, on va agir sur vous, on va vous demander de vous conformer strictement à nos exigences, aux contraintes qu'on va vous poser, et puis on va vous contrôler. Voilà. Et c'est de la même nature, une fois de plus, que ce lien de subordination qui est en plein cœur, au cœur du salariat et qui impose aux salariés cette idée que le savoir, les connaissances réelles sont détenues par la direction et par la hiérarchie, quelles que soient ses propres capacités, son niveau, son métier, on en sait beaucoup moins que ce qui est à la direction, et donc on doit se conformer. On a vu pour l'hôpital, c'est ce qui s'est passé pour l'hôpital, c'est la direction gestionnaire qui a imposé une modalité comptable de définition de ce que doit être le soin, et les médecins, les soignants étaient dépendants, soumis et confinés dans un devoir d'obéissance par rapport à la direction administrative. Donc voilà, ce que je voulais juste essayer d'évoquer, je ne sais pas si je l'ai fait de façon habile, mais c'est cette idée qu'avec le confinement, nous les citoyens, nous pourrions avoir le sentiment d'être comme si nous étions au sein d'une entreprise, c'est-à-dire dans un état de dépendance qui est créé par, je dirais, deux dimensions essentielles. La première, c'est une subordination. Et c'est vrai qu'en tant que citoyens, nous mesurons à quel point nous sommes subordonnés, puisqu'il nous faut une attestation contrôlable par les policiers. Donc, ce lien de dépendance, de subordination, et en même temps, un lien de précarité subjective. On a très peur, parce que le climat anxiogène a été créé, mais de la même manière qu'au sein de l'entreprise, il y a un climat anxiogène qui est créé auprès des salariés, par notamment la pratique du changement perpétuel, qui fait que personne ne contrôle plus rien, ne peut se référer à son expérience et est dans un état de dépendance et un sentiment d'impuissance. Voilà. Alors, pour résumer, ce qui caractérise la situation actuelle, je dirais, c'est un sentiment profond d'impuissance auquel se sentent, je pense,
confronter la majorité des citoyens, mais qui rappelle par bien des côtés le sentiment d'impuissance et de dépendance que peuvent ressentir une grande partie des salariés sur leur lieu de travail, compte tenu de ce qu'est devenu le management moderne. Il y aura des bouleversements, c'est certain, mais de quel côté ça va pencher, c'est difficile à dire. Alors, il y a des choses positives qu'on peut tout à fait identifier, beaucoup d'initiatives citoyennes, d'entraide, de mise en commun d'informations, de moyens, de matériel. Ouais, l'idée qu'on ne peut pas se contenter de dépendre des autorités, qu'il faut agir soi-même, c'est quelque chose qui se développe. Par ailleurs, il y a des éléments qui sont plus inquiétants, qui sont liés à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de dépendance, de peur, de sentiment de précarité subjective que chacun vit individuellement, parce que le confinement ne favorise pas beaucoup de prise de position collective, même s'il y a des réseaux. Mais bon, on a vu que le 1er mai, ce n'était pas les larges masses dans la rue. Donc, il y a un sentiment de précarité subjective vécu individuellement sous forme de peur, d'anxiété, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, et puis de culpabilité, d'avoir peur de faire quelque chose mal, de ne pas bien mettre son masque, de sortir dans un magasin où il ne faudrait pas aller, voilà, enfin, une espèce de sentiment d'impuissance, de peur, qui peut générer des remises de soi à une autorité supérieure. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être dommageable et inquiétant, alors que ce qui serait nécessaire, et c'est un peu au bord de cela que nous étions avant l'épisode de la pandémie, c'est-à-dire j'allais dire des soulèvements, mais ce n'est pas vraiment un soulèvement, mais la mobilisation des Gilets jaunes, la mobilisation sur les retraites, c'est-à-dire que les mobilisations citoyennes, on avait le sentiment qu'il y avait une prise de conscience collective qui remettait en cause certaines modalités de la démocratie, en disant on veut plus de citoyenneté, on veut plus de services publics, on veut des référendums, on voudrait pouvoir peser en tant que citoyen sur le cours des choses. Donc, on était à un moment d'effervescence, et puis les mobilisations contre la réforme des retraites, contre la loi de programmation de l'enseignement supérieur, il y avait une sorte de frémissement qui signifiait que les citoyens essayaient de se prendre en charge et demandaient de pouvoir peser, d'influer sur le cours des choses. Alors, est-ce que l'épisode de cette pandémie va développer ce sentiment, ou au contraire va casser ce sentiment et va promouvoir et généraliser une sorte de sentiment de dépendance, de fatalisme, on ne sait pas, on ne comprend rien, il faut s'en remettre à ceux qui savent. Je pense qu'on est à un moment peut-être historique, à un tournant, et il ne faudrait surtout pas que ce soit ce sentiment atomisé de dépendance et d'impuissance qui domine, parce que plus que jamais, il est nécessaire de remettre au centre du débat les grands enjeux sociaux, politiques, c'est-à-dire comment devons-nous produire et consommer à l'avenir pour éviter que nous soyons les prédateurs de notre planète et que nous soyons aussi les prédateurs de notre santé. Donc ça je crois que c'est une question qui est pas tranchée, et je crois qu'il faut être très méfiant à l'égard déjà des prises de position de certains dirigeants, notamment le MEDEF, mais aussi les dirigeants politiques qui disent « bon, bah, attention les Français ». Mais ça, c'est dans la continuité aussi d'un discours antérieur. Attention les Français, vous avez vu comme on a été bien et sympa avec vous. Le chômage partiel, ça n'existe pas ailleurs. L'État social en France, il est très développé. On a tout fait pour vous. Maintenant, à vous de nous le rendre et de relever un peu les manches et de se remettre au travail. Et donc, il faudra trouver normal de faire des heures supplémentaires, d'augmenter la durée légale du travail, d'accepter d'être en congé pendant que vous étiez confiné, d'accepter que ce soit aussi des RTT. Donc, il y a une sorte déjà de reprise en main
en tout cas une volonté de reprise en main du patronat. Bon, voilà, les Français ont toujours été un peu privilégiés, déjà avant les 35 heures, avec les 35 heures, un code du travail surdéveloppé, obèse, comme ils ont tendance à le dire. Donc, vous êtes des privilégiés. Là, pendant la pandémie, vous avez aussi été privilégiés par un État qui était présent, etc. Maintenant, il faut nous rendre l'appareil et il faut se mettre au boulot, il faut y aller autrement et plus qu'avant. Or, n'oublions pas, moi j'oublie jamais le passé tout récent, que quand même nous étions dans un monde du travail, bien que très privilégié, entre guillemets, où l'importance du burn-out, du mal-être au travail, de la souffrance au travail, des suicides au travail, des addictions à des substances illicites pour tenir au travail était extrêmement élevée. On ne vient pas d'un monde du travail de bisounours, on vient d'un monde du travail où il y avait une intensification déjà du travail, une exigence très élevée au niveau des objectifs qui étaient imposés à chacun, et puis une comptabilité extrêmement gestionnaire, y compris dans les hôpitaux, y compris dans les services publics, qui faisait la loi. Je trouve que je fais partie d'un conseil qui est en train de se créer à l'initiative notamment de Gérard Mordillat, j'ai oublié les autres, excusez-moi, mais enfin de 4 personnes. C'est le conseil de la nouvelle résistance. Voilà. Dans la prolongation ou dans la continuité du Conseil national de la résistance. Bon, alors moi j'ai accepté d'en faire partie. Je dois dire personnellement que l'idée de reprendre le même sigle me choque un peu. Parce que c'est peut-être à faible coût récupérer un peu l'aura d'un CNR qui était autre chose que ce que nous sommes ou nous pourrions être à l'heure actuelle. Il faisait partie, enfin une partie de ce Conseil national de la résistance était constituée par des résistants, des gens qui ont pendant des années subi des épreuves, à mon avis, auxquelles il est difficile de s'identifier, de se comparer et de se référer. Mais l'idée de dire, bon ben voilà, maintenant on arrête, on prend au sérieux ce qu'est la question sociale, ce qu'est la question humaine, et on pense que c'est plus important que tout le reste. C'était la position un peu du CNR et des Jours Heureux. C'était de dire, voilà, on a subi le pire, maintenant on veut autre chose. Alors là, on n'a pas subi le pire, on a subi une épreuve extrêmement forte qui montre à quel point le système dans lequel nous sommes est totalement irrationnel par rapport, une fois de plus, aux enjeux sociaux, écologiques, économiques, politiques auxquels nous sommes confrontés et qu'on ne peut plus se laisser dominer par une classe de dirigeants. Alors, à l'époque du CNR, c'était des dirigeants qui avaient vendu le pays à l'ennemi, mais là, en l'occurrence, c'est une classe de dirigeants qui vend le pays à une rationalité économique ultralibérale qui fait des dégâts absolument épouvantables et face auxquels il faut dire maintenant ça suffit, on arrête. Et le discours qui consiste à dire there is no alternative, comme disait Margaret Thatcher, et qui est largement repris, on n'a pas le choix, la concurrence mondiale, etc., la nécessité de défendre les entreprises contre le chômage, etc., fait qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut effectivement casser ce discours et mettre les dirigeants face à cette réalité qui est que ce que nous vivons, ce sont des réalités qui ont été socialement, politiquement construites en fonction de décisions prises historiquement et qu'on peut tout à fait prendre des décisions d'une autre nature et donc construire une autre réalité économique, sociale et écologique. Et de ce point de vue, si la référence du CNR, c'est celle-ci, c'est de dire maintenant, il faut changer de prisme, il faut s'autoriser à dire qu'il y a une autre légitimité et qui consisterait à prendre en compte les impératifs sociaux et humains avant les impératifs purement économiques. Si c'est ça, moi je suis complètement d'accord.
Justement, alors dans le cadre du Conseil de la Nouvelle Résistance, chacun sera euh, incité à faire une proposition. Moi, je suis sociologue, dans mon petit périmètre, je ne peux absolument pas envisager un ensemble, un système, un modèle. Je peux faire une petite proposition qui correspond à mon activité de recherche et mon objet de recherche. Et celle-ci, ce serait de remettre en question totalement la légitimité du lien de subordination qui fait des ravages terribles au sein du monde du travail. Parce que c'est ce lien de subordination qui est à l'origine du mal-être, on pourrait presque dire du malheur des salariés, qui peut créer du harcèlement moral, sexuel, qui peut créer des conflits éthiques, parce que les directions, la hiérarchie obligent les salariés à travailler dans un sens qui peut leur être extrêmement difficile à accepter d'un point de vue citoyen, d'un point de vue éthique. Ça, on le voit. En tant que sociologue, on le voit tout le temps. Les salariés qui nous disent on nous fait faire des choses qui sont très répréhensibles sur le plan moral. Si on veut être de bons citoyens, c'est très répréhensible. Donc, le lien de subordination, ça oblige les salariés à accepter les conditions et le contenu de leur travail qui peuvent les entraîner vers un mal-être, une souffrance éthique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui était très important. Mais c'est aussi ce lien de subordination qui impose une certaine escroquerie, on pourrait dire, vis-à-vis des usagers et vis-à-vis des consommateurs. Parce que, bon, songeons par exemple à ces ingénieurs très futés qui étaient payés pour truquer les appareils de contrôle de pollution je ne sais plus si c'était les Mercedes ou les Volkswagen, je crois que c'était les Volkswagen, ou ces salariés qui produisaient des raviolis à la viande de cheval, ils savaient très bien que c'était de la viande de cheval, alors que soi-disant c'était de la viande de bœuf. Donc il y a une sorte de manipulation des salariés comme des usagers du service public parfois, qui est aussi totalement dépendante de cette réalité du lien de subordination dans lequel sont plongés les salariés. Et le fait que les salariés ne puissent pas intervenir au sein de l'entreprise quant à la finalité de leur travail, ça a aussi des effets extrêmement important de toute évidence sur la dimension prédatrice à l'égard des ressources de notre planète. Donc si on veut changer le monde d'après, à mon avis, il y a quelque chose qui permettrait de détricoter le modèle et c'est cette maille-là qu'il faudrait faire sauter, cette petite maille, c'est le lien de subordination.